C'est ce qui est étrange. Je ne sais pas pourquoi on m'associe à Robin des Bois, mais j'aime bien. Robin combattait l'inégalité sociale et l'injustice. Et toute ma vie, moi, j'ai essayé de mener une lutte contre l'injustice sociale. Donc c'est une lutte pour une quête de justice sociale, tout comme le père fondateur de notre patrie, Jean-Jacques Dessalines. Lui, c'était un véritable Robin des Bois, je crois. Et donc c'est une histoire qui m'a toujours fasciné. J'aime bien qu'on me compare à Robin, c'est un honneur. Comme on a osé attaquer M. Aristide et les intérêts autour de M. Aristide, donc c'est normal que certains disent à la radio ou même dans des journaux assez connus que Guy Philippe c'est un scélérat, c'est un drug dealer, c'est un terroriste, c'est normal. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle Jésus-Christ. Et je sais que c'est comme ça, le Tché a dû payer le prix fort et Thomas Sankara a payé le prix fort. Donc tous ceux qui essaient de mener une lutte pour une certaine justice sociale finissent par être appelés terroristes, drug dealers ou autres. On voulait une certaine justice sociale, on voulait une réconciliation nationale. Moi, je me suis mis dans la bataille pour une réconciliation nationale. Et certains croient que je suis contre la Valace. Je ne suis pas contre la Valace. Je ne suis pas du Valéry, je ne suis pas contre la Valace. Je suis pour une Haïti unie. Et je crois qu'en 2003-2004, avec le départ de M. Aristide, c'est ce qu'on allait avoir. Mais malheureusement, encore une fois, la bourgeoisie corrompue, l'élite intellectuelle pourrie, excusez-moi l'expression, c'est ça. Et se sont mis du côté de l'ambassade américaine. Ils ont mis sur pied une organisation bidon qui s'appelle Conseil des sages. Ils ont fait venir de l'étranger M. Ella Tortue qui ne connaissait rien des réalités du pays. Et ils ont violé la loi, mais ils parlent tout le temps d'état de droit. Ils ont violé la constitution de notre pays, mais c'est eux, symbole de la démocratie. C'est ce qui dérange. Et malheureusement, moi, je dis toujours la vérité. Et c'est pourquoi j'aurai toujours des ennuis. Je tiens à me présenter, j'aimerais me présenter pour les sénatoriales de cette année. Je me présenterai sûrement. Je dois vous dire que ce n'est pas le passé récent. Et je ne suis pas l'influence de ce passé récent, sinon c'est toute ma vie. Et j'ai lu et j'aime lire. Et j'ai lu quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est lui qui m'a le plus frappé. Et Jean-Jacques Rousseau, et surtout, j'ai lu La Bruyère qui a dit une fois, parfois on devrait avoir honte d'être heureux parmi tant de misère. Et ce sont ces choses-là, je crois que dès mon adolescence, ces choses-là m'ont frappé. J'ai voulu toujours consacrer ma vie à quelque chose qui soit plus grand que mon bonheur personnel. Donc ne vous en faites pas, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais je suis prêt à faire le sacrifice ultime si c'est nécessaire. Je crois que nous autres, après 20 ans de lutte contre les Duvalier, et c'est vrai qu'on ne peut pas changer un modèle ancien du jour au lendemain, un modèle de société du jour au lendemain, mais c'est aussi vrai qu'on attend trop. Et c'est vrai que l'histoire est parfois trébuche, balbutie. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on puisse trouver notre route. Mais ce qu'on aimerait, et le grand problème, c'est que l'Amérique, surtout les États-Unis, veulent se faire passer pour un exemple. Non, l'Amérique ne peut pas être un modèle exemplaire. Aucun pays ne peut se permettre de dire qu'il est un modèle exemplaire. Il faut respecter la culture des autres. Et je suis haïtien et j'ai ma façon de vivre. Donc une démocratie qui est bonne pour les États-Unis ne veut pas dire que c'est bon. Et pour Haïti, il y a plusieurs types de démocratie. Pour eux, comme ils sont déjà assez loin, ils n'ont pas ce problème de famine et de misère et d'analphabétisation. Donc pour eux, c'est facile de dire la démocratie, et ça peut marcher. Mais et si mon peuple a faim, si le peuple ne veut pas manger, si on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, si on n'a pas accès aux soins de santé, comment peut-on parler de démocratie? Donc je crois que de démocratie à l'américaine. Donc je crois que c'est ça. On essaie de nous imposer un type de démocratie. Nous autres, nous sommes pour les droits de tout un chacun. Mais je crois qu'il n'y a pas un modèle de démocratie. Comment Haïti se positionne-t-il? Est-ce qu'il y a des axes privilégiés ou des axes repoussoirs au contraire? On pense beaucoup aux relations avec l'Amérique latine, on pense à ce qui vient de se passer avec le Canada,
On pense aux relations avec la France, bien sûr. Quel est votre avis là-dessus? Je crois que depuis la mort de Pétion, malheureusement, je ne suis pas vraiment pro-Pétion, mais depuis sa mort et la mort du roi Henri-Christophe, je crois que par rapport à l'Occident ou les grandes puissances, Haïti a toujours développé une attitude de mendiant, de peuple mendiant. Et c'est ça, donc on ne peut pas dire qu'on a vraiment une position vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'ancien bloc socialiste ou du Canada. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucune position. Et ils ont besoin d'argent. Et nous sommes tous des mendiants en Haïti. Notre président, c'est le premier mendiant. Et comme on ne produit rien, et donc si le Canada dit qu'on doit faire ça, sinon le Canada ne donnera pas les 20 millions promis. Donc on n'a pas le choix, on doit faire ce que dit le Canada. Donc on aura une position vis-à-vis des autres quand et seulement quand Haïti aura atteint son autosuffisance alimentaire. Thomas Sankara disait, et ce dont nous avons besoin de l'Occident, c'est une aide de qualité. Ce n'est pas une aide de quantité qui nous envoie des sacs de riz ou de petits mie, non. Nous avons besoin d'une aide de qualité, comme les États-Unis ont fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Ils ont reconstruit l'Europe, ils ont donné accès aux universités américaines, aux Japonais. Donc c'est ce type d'aide qu'on a besoin ici en Haïti. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, et quand ils vont aux États-Unis, en France, en Europe, dans toutes les grandes capitales du monde, ils vont demander de l'argent pour subsister. Et donc je crois que c'est ça notre grand problème. Et on trouvera notre position. On trouvera notre position. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'un jour Haïti sera un grand pays. Et ne vous étonnez pas, il y a pas mal d'Haïtiens qui sont prêts à donner leur vie pour que ça puisse arriver un jour. Je vais vous dire un petit secret. Si vous voyez que dans ce pays, il y a beaucoup d'ONG, c'est que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les ONG ne sont pas ici pour nous aider en réalité. Bon, peut-être que certains qui travaillent dans les ONG sont de bonne conscience et veulent vraiment aider. Mais ceux qui décident, ceux qui pensent pour les ONG ne veulent pas vraiment qu'on sorte de cette misère. Sinon, on aurait pu avoir une aide de qualité. Plus de 2 milliards de dollars de 2010 à nos jours ont déjà été débloqués. Qu'est-ce qu'on a fait avec tant d'argent? Est-ce que vous avez vu une bonne route pour venir dans la Grand'Anse? Des universités, des infrastructures où on peut recevoir des touristes? Rien de durable. Les ONG sont là pour nous maintenir en vie, mais ils ne veulent pas que nous atteignions notre autosuffisance, notre dépendance, notre indépendance économique. Est-ce qu'on peut dire que la misère, finalement, est le gagne-pain de beaucoup d'ONG? Les ONG, c'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à d'autres qu'ils sont là pour aider, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Et vous avez vu comme M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda, et vous avez vu comment Chavez a dû faire pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG, 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc le Canada envoie des ONG canadiens pour reprendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, c'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter et après à la fin, il ne peut rien vendre et comme il ne le vend pas dans 2, dans 3 jours, et ça périt. Donc il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants, on achètera du paysan et le paysan verra que maintenant ce qu'il fait a de l'importance et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa, j'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit bon ok, ça suffit, on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs, et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc,
malheureusement c'est ça, mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, c'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant, on importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas aux Dominicains, c'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terres irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Encore une fois, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable. L'État n'a jamais été responsable. Je viens de vous dire que l'État est propriétaire de plus de 30% des terres du territoire national. Mais l'État est irresponsable. Ici, il y a des lois. Il y a des lois qui disent, voilà, monsieur le maire, voilà ce que vous devez faire. C'est une question que vous auriez dû poser au maire de Pestel. Il y a les lois sont là. Il y a les taxes à percevoir sur les propriétés bâties. Il y a les taxes à percevoir avec les marchands et jour de marché. Mais le maire s'en fout, tout le monde s'en fout, le collecteur d'impôts s'en fout. Et voilà, on attend de l'aide. Et pourtant, si on voulait... par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour payer tous les employés de la commune de Pestel, le maire a besoin de 200 000 goudes. 40 000 $ haïtiens, 200 000 goudes. Et Pestel, seulement ici au centre-ville, on pourrait ramasser près de 2 à 300 000 goudes par mois. Mais on ne les ramasse pas. Et chaque mois, le maire doit écrire à Port-au-Prince, écoutez, aidez-nous, on ne peut pas payer nos employés. Donc c'est l'irresponsabilité partout. Le président est irresponsable, le premier ministre est irresponsable, les maires sont irresponsables, les députés et sénateurs sont irresponsables, tout le monde est irresponsable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population entende ce message, quoi? Parce que c'est impopulaire. C'est très impopulaire. Dire aux marchands qu'elles devraient, parce que partout c'est comme ça que ça se passe. C'est impopulaire, mais le peuple est prêt à accepter. Ici à Pestel, on a cette grande génératrice pour donner de l'électricité. Vous voyez cette génératrice. Donc chaque samedi, on a dit ok, chaque samedi on va collecter de l'argent. Vous devez donner 10 $ et vous 5 $. Au début, tout le monde disait non, non, non. Mais après, quand ils ont vu l'électricité, tout le monde venait. Ah, pourquoi vous n'êtes pas passé? On a ton argent. Donc, quand les gens ici en Haïti ne veulent pas payer, c'est parce que l'État ne donne rien. Donc, si l'État est responsable, on ne te donne rien, même pas une petite école, même pas un petit hôpital. Donc, pourquoi vous allez payer des taxes? Donc, c'est ça, c'est face à l'irresponsabilité de l'État, c'est la réponse du peuple. Mais si le peuple voit qu'il y a un État conscient, un État qui veut travailler et un État responsable, je vous donne la garantie qu'on va payer. On paiera. On paiera. Dès le début, dès notre indépendance, les femmes ont toujours occupé un grand rôle. C'est un des premiers pays où dans notre première constitution de Saline a dit qu'il n'y avait pas une différence de sexe. Et vous allez voir qu'une femme comme Marie-Jeanne était à la crête à Pirot et c'est elle qui commandait. Elle commandait un troupe d'hommes, un peloton d'hommes avec la martinière Imani. Donc les femmes, dès le début, dès le départ, dès notre indépendance, ont eu leur rôle. Et encore une fois, aujourd'hui, vous allez voir, dans notre gouvernement, il y a pas mal de femmes. Donc d'ailleurs, nous autres Haïtiens, les femmes sont vraiment nos mères. Ce sont les femmes qui nous envoient à l'école. Et ce sont elles qui prennent soin de tout. Même les maris dépendent des femmes en grande partie, surtout dans le milieu paysan. Et c'est notre petite banque. Et s'il n'y avait pas les femmes, vraiment... je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, et surtout dans la paysannerie. Oui. C'est des causes historiques. C'est étonnant, hein, parce que les femmes à Haïti, c'est vraiment très particulier quand même. Ah, c'est vrai. Et en Haïti, les femmes, c'est chef de la maison. Ce qui ne les empêche pas d'être maltraitées aussi. Il y a une ambiguïté. Parfois, elles nous maltraitent aussi. Non, c'est vrai, mais heureusement, on a des lois. Et en ce sens, il y a toujours des hommes machistes. Mais il y a des lois. Il y a des lois et maintenant les femmes connaissent leurs droits. Donc c'est pas facile pour un homme de maltraiter une femme. Et même ici à Pestel, vous maltraitez une femme et rapidement elle va au commissariat et on t'arrête. Donc il y a des lois, il faut reconnaître ça, c'est bien.
Et les femmes ont leur importance et on les respecte beaucoup ici. Alors là, j'ai une idée qui me vient par la tête parce que je vois passer un préservatif qui sert de ballon. Il y en a eu beaucoup hier. Mais il y a quand même un problème là. Ça nous a amusés, bien sûr. Mais peut-être là, j'y pensais pas, mais là, c'est en voyant ce beau ballon qui vole bien que je pose ce problème de la sexualité un peu débridée en Haïti, ce qui serait sympathique, ma foi, si ça n'avait pas aussi des conséquences dramatiques. Donc, il faut reconnaître qu'ici, à Pestel, et dans la Grand'Anse, ils ont mené une bonne campagne contre le sida. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde à son préservatif, même les enfants. Mais ce n'est pas un secret qu'ici à Pestel et dans toutes les grandes villes du pays, que ce soit Saint-Marc ou les Cayes, et les enfants ont leur premier rapport sexuel dès 10 ans, plus ou moins. Et ici à Pestel, c'est scandaleux et il y a des enfants de 11 ou de 12 ans qui vivent avec des hommes. Et leurs parents sont d'accord et on ne peut rien faire. Si je vais dire, ah non, et madame, vous ne pouvez pas donner votre fille de 13 ans, et à quelqu'un, il va me dire, ah, tu vas en prendre soin. Donc c'est comme ça, donc je crois que c'est la misère, et c'est lié à la misère. Malheureusement, l'État condamne ça, les lois de la République condamnent ça, mais si vous allez chez un juge ou quelqu'un, et les parents vont dire, il n'y a rien, c'est pas vrai, et c'est quelqu'un qui travaille avec monsieur. Donc c'est comme ça qu'il y a une certaine tolérance, mais c'est à cause de la misère. Donc c'est tant de problèmes qu'il faut résoudre, mais on ne peut rien résoudre si on atteint, parce que si nous n'avons pas cette autosuffisance alimentaire, si nous ne pouvons pas donner à manger à notre peuple, il n'y a rien qu'on puisse faire. Je crois qu'on devrait avoir peur de moi. Mais ceux qui devraient avoir peur de moi, ce sont les ennemis de la nation. S'ils ont peur de moi, ils ont raison. Parce que je vous ai dit tantôt que je suis prêt à donner ma vie pour Haïti. D'ailleurs, je l'ai déjà prouvé et je peux le faire encore si c'est nécessaire. Pour mon pays, je ferai n'importe quoi. Donc il n'y a que les délinquants, il n'y a que ceux qui veulent vendre la souveraineté de mon pays. Il n'y a que les grands dirigeants corrompus qui doivent avoir peur de moi. Mais sinon, et je suis là, je suis avec tous les enfants, vous pouvez voir, et tout le monde est mon ami. Je n'ai d'ennemis que ceux de la nation.